Nous sommes ravis de vous retrouver. Vous êtes bien sur Planète 360 et IDL Media. Bienvenue dans nos nouveaux studios. Après des mois d'attente, enfin, nous y sommes. Vous avez été très nombreux à réagir suite à l'annonce de ce nouveau projet entre moi et Charles Gave. Et on vous remercie surtout de votre patience. Bonjour Charles, j'espère que vous allez bien. Nous allons répondre à l'ensemble de vos questions. Qui se cache derrière Planète 360 et IDL Media? Les Russes, selon Emmanuel Macron. Je plaisante bien sûr, petit clin d'œil avec l'affaire Griveaux. C'est à la mode en ce moment d'accuser les Russes. Tout d'abord, j'ai une question pour vous, Charles, et ensuite on enchaîne avec les questions des abonnés. Charles, vous avez un parcours incroyable. À 76 ans, vous lancez un nouveau défi, le lancement d'un nouveau média. IDL Media et Planète 360 réunis ensemble pour en faire un lieu de débat et d'échange des idées. Charles, si je peux me permettre de reprendre votre citation célèbre, « Être fou comme un lapin ». D'où ma question, Charles, les yeux dans les yeux, vous êtes fou? Ça dépend, probablement. Je vais essayer de vous répondre de la façon suivante à la question « Suis-je fou ?» Vous savez qu'il y a les 10 béatitudes du Christ, heureux les pauvres, etc. Vous les avez toutes entendues, elles sont superbes. Il y avait Audiard qui avait une 11e béatitude que j'adore, qui est heureux les fêlés parce que c'est par eux que passe la lumière. Donc je ne sais pas si je suis fou, mais en tout cas je sais que la lumière doit passer. Et ce dont souffre ce pays, c'est que dans le fond, nous nous trouvons dans un monde où les gens qui ont envie de parler, non pas pour dire n'importe quoi, mais simplement pour échanger et comprendre ce qui se passe, ont très peu de lieux où ça peut se passer. Il y a une espèce de domination d'une pensée unique, c'est pas bien original ce que je dis. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis quelques années? D'abord, on avait créé l'Institut des Libertés avec ma fille, et là, c'était des écrits. Il y a 5 ou 6 personnes qui écrivent. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller sur l'Institut des Libertés, lire les papiers, parce que vous avez les papiers depuis 5 ou 6 ans écrits. J'en écris un par semaine depuis 5 ou 6 ans. Il y en a d'autres comme Jean-Baptiste Noé qui écrivent. Donc, c'est un endroit où vous allez pour lire. Et on a quelques dizaines de milliers de lecteurs uniques par mois. Et ce qui est très intéressant sur notre site, c'est que les gens restent en général 7 minutes. C'est-à-dire qu'ils font pas, vous savez, ils viennent pour lire. Donc, si vous vous intéressez à la lecture, vous allez là et vous pouvez retrouver tout ce qu'on a écrit depuis 6 ou 7 ans. Donc, ça, c'était là. Et puis, il s'est passé un phénomène curieux, c'est que le jeune homme que j'ai en face de moi, que vous ne voyez pas, est venu me voir il y a, 3 ans, en me disant « Est-ce que ça vous dirait de faire des interviews ?» Alors, je lui ai dit « Pourquoi pas ?» Moi, je savais pas que j'avais une grande carrière dans le cinéma qui m'attendait, mais je me suis dit « Pourquoi pas ?» Donc, on a fait ces interviews. Et très curieux, j'ai eu un autre garçon qui s'appelle Richard Détente aussi, qui lui est dans le grand angle, qui m'a fait des interviews, mais alors très orienté finance, qui est mon métier. Et les gens les regardent. Mais quand je dis les gens les regardent, c'est des centaines de milliers de gens qui regardent, quoi. Je me dis, mais pourquoi ils me regardent? Et puis comme ça, le phénomène durait, avec Richard et avec Michael, on s'est dit, on va créer des outils pour structurer cette demande, puisqu'il y a l'air d'avoir une demande de gens. On va créer un outil, on va créer IDL Media. Et qu'est-ce que va faire IDL Media? D'abord, j'aurai une interview par mois à peu près avec Michael. Et s'il y a un événement très important qui se passe quelque part, on peut faire des petites interviews courtes de 10 minutes, un quart d'heure, juste pour mettre à jour ce qui est en train de se passer, pour donner, si j'ose dire, l'idée maison. La deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'il y a beaucoup de gens très compétents dans ce pays et que personne n'interroge jamais. Donc je voudrais interroger une fois par mois 1 ou 2 personnes en même temps pour faire un débat. C'est pour ça qu'on a fait ce studio ici qui ressemble à un salon, parce qu'en fait, c'est comme si je recevais des gens chez moi pour les interviewer. Et il y a 2 sujets qui sont déjà on est en train de réfléchir, on est en train de contacter des gens. Le premier, c'est le fameux sujet, mais où passe notre pognon? Et le deuxième, c'est, mais qu'est-ce qui se passe dans la sécurité publique en France? Ce sont 2 sujets qui me semblent extrêmement importants et sur lesquels, honnêtement, moi j'essaye de me renseigner, je suis un économiste,
Si vous avez une idée de la façon dont l'État dépense notre pognon, moi je voudrais bien savoir, parce que moi j'y comprends rien. Donc je vais interviewer des gens dont c'est le métier qui vont être capables de m'expliquer. Donc ça, ce seront les 2 premières émissions. Et puis ensuite, on songe à des choses. Et là, il faudra que vous reveniez vers nous pour vous nous dire ce que vous pensez. Il y a des émissions que j'aimerais beaucoup faire. La première, ce serait d'aller à la rencontre sur le chemin de France, en quelque sorte. D'aller à la rencontre d'artisans extraordinaires, d'entrepreneurs qui ont fait des trucs tout à fait étonnants et tout, pour montrer que dans ce pays, tout n'est pas foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour revenir vers quelque chose de positif. Les Japonais ont quelque chose que j'aime beaucoup, qui est quand un artisan arrive vers la fin de sa vie et qu'il a été tout à fait exceptionnel, ils disent, ils le consacrent au trésor national. Moi, je trouve que ce serait pas mal qu'il y ait toutes ces séries d'artisans, les compagnons du Tour de France, etc., qui ont de temps en temps, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais qu'on organise un prix du Trésor national. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on nomme un Trésor national, à l'idéal, ce serait bien, quoi. Et puis, le deuxième, ce serait de faire des émissions sur la géopolitique avec des gens compétents. Parce que ce qui se passe maintenant, en géopolitique, c'est grosso modo, on est en train d'assister à l'effondrement du monde de post-1945, vous savez, qui était la dominance des États-Unis et tout, donc de nouveaux pouvoirs sont en train d'émerger, de nouvelles forces, de nouvelles lignes de commerce, donc c'est quelque chose sur lequel les gens peuvent réfléchir. Mais vous me direz, vous direz, Michael, ce qui vous semble intéressant ou pas, quoi, voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu l'occasion fait le larron. Vous avez eu la gentillesse de m'écouter. Je me dis, s'il y a des gens qui veulent m'écouter, il faut organiser ça, quoi. Alors, première question qui nous a été envoyée par Arthur. Déjà, bravo à vous deux pour le lancement de IDL Media. J'ai plusieurs questions. Quel message souhaitez-vous faire passer avec IDL Media et Planète 360? Alors, la ligne éditoriale, c'est une question extrêmement intéressante. Comment y répondre? Il faut partir un petit peu des croyances fondamentales de celui qui sera un peu le rédacteur en chef. Allez, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire moi, quoi. Alors, j'ai tendance à penser que avant de prendre une décision, avant d'avoir une vue forte sur quelque chose, il faut s'informer. Il faut avoir les éléments qui vous permettent de prendre une décision. C'est-à-dire, l'information est avant l'action, en quelque sorte. Si vous prenez des actions sans avoir réfléchi, vous risquez de vous planter tout le temps. Donc, la première des choses, c'est qu'on va essayer d'amener une information dont je pense qu'elle est de qualité, parce que j'ai cet avantage énorme. Je suis le président d'une société qui a je ne sais pas combien de gens qui travaillent à Pékin, combien à Hong Kong, combien aux États-Unis, etc. Donc honnêtement, je me considère comme un des hommes les mieux informés du monde. Hein. C'est pas une blague. Et mon boulot dans la vie, depuis bientôt 20 ou 30 ans, c'est de regarder l'information qui est disponible et littéralement de dire à mes clients, nous avons 1000 clients institutionnels dans le monde, dans 65 pays, qui sont des grandes sociétés financières, de leur dire ça c'est important, ça ne veut rien dire, c'est du bruit. Donc la ligne éditoriale, ce sera pour les lecteurs de l'IDL, pour les auditeurs de l'IDL, les lecteurs de l'IDL, de faire la séparation entre le bruit et l'information, la vraie. Parce qu'il y a 40 ans, la difficulté c'était d'avoir l'information. Aujourd'hui, on a tellement d'informations qu'on est noyé sous le bruit. Donc la ligne éditoriale, c'est de vous aider à faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, quoi, comme on disait à la messe autrefois. Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus un souhait. Richard, un débat entre Zemmour et Gave, moi, je dis oui, direct. On est deux. Moi aussi, je dis oui, direct. Mais simplement, il faut qu'il le propose à Zemmour et que Zemmour accepte. Moi, si vous voulez, encore une fois, et ça revient à ce que je viens de dire il y a 2 minutes, la vérité, avec un grand V, est inatteignable. Hein. Vous savez, la vérité, ça n'existe pas. Sauf dans la foi, mais ça, c'est autre chose. Mais dans le monde, la vérité, il n'y a pas. Mais par contre, vous pouvez vous rapprocher de la vérité par des gens de bonne compagnie qui discutent ensemble et qui confrontent leur point de vue. Donc, grosso modo, moi, je suis
toujours preneur de débats, à condition que ce soit avec des gens qui soient de bonne foi. Il m'est arrivé de débattre avec des gars sur les chaînes publiques, mais il était d'une mauvaise foi insigne, c'est-à-dire qu'ils trafiquaient la vérité, ils trafiquaient l'information, de façon, ils sélectionnaient dans l'information ce qui allait dans leur sens. Et ça, c'est inacceptable. Donc débattre avec Onfray, débattre avec Zemmour et tout, je demanderai à Michael peut-être de prendre contact avec ces gars-là. Moi, je suis toujours prêt à débattre avec n'importe qui et aller tranquille. Et j'ai pas peur, si vous voulez, parce que de quoi j'aurais peur? D'avoir l'air ridicule. Bon, vous savez, quand vous travaillez dans les marchés financiers depuis 40 ou 50 ans, vous avez l'air idiot 90% du temps, quoi. Ce qu'il faut, c'est avoir l'air un peu moins idiot que les autres. Une nouvelle question qui nous a été envoyée. Comment allez-vous financer ce nouveau média? Au niveau du financement, c'est une très bonne question, parce que, vous savez, l'économie, c'est une chose toute simple. C'est un repas gratuit, ça n'existe pas. Donc, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Quand quelqu'un vous dit « je vais vous faire les transports publics gratuits », ça veut simplement dire que quelqu'un d'autre va payer. Et que ce quelqu'un d'autre, en général, c'est le payeur d'impôts. Donc, dès que quelqu'un vous dit « gratuit », ça veut dire les impôts augmentent. Hein. C'est peut-être pas sur vous, mais enfin sur d'autres. Donc, la gratuité, ça n'existe pas. C'est un point extraordinairement important. Donc, comme la gratuité n'existe pas, au début, cet effort sur l'Institut des libertés a été financé à titre gracieux par moi. Mais comme les choses ont l'air de prendre du développement, aussi bien sur la partie écrite que sur la partie visuelle, on a lancé TV Média. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver de l'argent? Bon. Parce que c'est ça, une entreprise qui n'a pas un cash flow positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort, elle est condamnée à mort à terme. Hein. C'est hélas la dure réalité de la vie. Donc, comment lever de l'argent? Si vous voulez, il y a deux façons de le faire. Le premier, c'est la publicité. Donc, on va, si ces vidéos marchent bien, eh ben, on aura accès à des marchés de la publicité, et de temps en temps, vous verrez apparaître une publicité pour acheter la bière locale, ou j'en sais rien, mais ça fait partie de ce qu'on doit faire pour survivre, hein, s'il n'y a pas d'autre solution. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre sans doute sur votre écran un petit bouton rouge sur lequel vous appuierez. Et si vous avez trouvé qu'une émission était particulièrement bonne ou que j'avais dit un certain nombre de choses particulièrement farfelues et que ça vous avait fait bien rire, vous appuyez sur le petit bouton et le cas échéant, vous envoyez le prix d'une place de cinéma ou n'importe quoi. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est un service gratuit. Il y a des gens derrière qui travaillent dur, comme Michael, etc. Et ça, toute peine mérite salaire et on va essayer de faire un système qui soit volontariste, c'est-à-dire que vous payez si vous aimez, si vous trouvez ça bien, et si d'autres trouvent ça bien et pas vous, on espère que la publicité sera là, mais en aucun cas, moi, vieux libéral comme je suis, je ne vais demander de l'argent de façon forcée. Vous savez, il y a dans la vie, comme le disent les économistes, ou bien il y a ce qu'on appelle la main invisible d'Adam Smith, c'est-à-dire que c'est le public qui décide, qui choisit, qui va chercher ses trucs et ça marche très bien. Ou bien vous avez le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Et vous avez rien entre les deux. Celui qui vous dit qu'il y a quelque chose entre les deux, c'est un menteur. Donc les hommes les politiques qui vous disent « je vous vais donner des choses gratuites », ça veut dire que le coup de pied dans le derrière dans Staline va augmenter sur eux ou sur d'autres. La liberté, c'est d'être indépendant financièrement. Nouvelle question qui nous a été envoyée. Quel avenir pour la société française en cas de réélection de Macron ou d'un de ses semblables? C'est une question très difficile parce qu'elle me force à faire des prévisions. Bon. Et vous savez, faire des prévisions, c'est très dangereux, surtout quand il s'agit du futur, comme disait je ne sais plus quel humoriste. Donc, le vrai problème est assez simple. C'est que nous sommes arrivés à un état de délitement, d'effondrement de notre démocratie
comme il y en a rarement eu dans l'histoire. Je vous donne un exemple. Le deuxième tour des élections législatives après l'élection du président actuel, il y a eu plus d'abstentionnistes qu'il n'y a eu de voteurs. C'est-à-dire que le parti des abstentionnistes, ça fait 53 ou 54%. Donc on est arrivé à un moment où les Français ne croient plus à l'expression du vote populaire. Comme ils se sont fait capturer leur vote avec l'histoire du traité de la Constitution européenne qui a été refusée, on leur a collé sous le nom d'un traité, etc. La classe politique, les espèces de sachants, vous savez, les gens qui sont au sommet, là, ceux que vous connaissez, dont M. Macron est un exemple parfait, vous disent, écoutez, on vous pose la question, mais si vous répondez mal, on vous la reposera à nouveau, jusqu'au moment où vous l'accepterez. Et là, ça sera fini pour toujours, quoi. Donc, la vraie question, c'est pas la question de l'élection, c'est la question de est-ce que ce délitement de la démocratie va continuer? Et s'il continue, ça nous amène à ce qu'on appelle en droit l'anomie, qui est que plus personne ne respecte la loi, puisque celui qui exerce le monopole de la violence légitime n'est pas légitime. Donc pour répondre à votre question, c'est que nous vivons des heures dont je crains qu'elles ne soient graves dans notre pays, où quelque chose apparaît qui permet de redonner sa légitimité au pouvoir, où on est mal parti. Et un nouveau Macron ne sera pas légitime. On l'a essayé, on en a essayé 25, ils sont tous les mêmes, ils ne servent à rien. Question qui nous a été envoyée par Raphaël. Quel bilan faites-vous de la politique d'Emmanuel Macron? Quelle personnalité politique trouve grâce à vos yeux actuellement en France? C'est une bonne question. Le bilan, il n'y a pas de bilan à faire, puisque pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Donc, si vous voulez, il a pris des mesures. Dieu sait que je ne suis pas un gauchiste, mais qui, dans le fond, favorisent les riches et appauvrissent les pauvres, quoi. Donc, ce qui n'est pas exactement mon idée. Un système politique, pour revenir à une question précédente, est légitime, disait John Rawls, qui était un philosophe américain qui a enseigné à Harvard et qui est mort il y a une quinzaine d'années. Il disait un système politique est légitime si, au travers du temps, sur le moyen terme, les gens les plus pauvres voient leur sort s'améliorer. Si ceux au-dessus s'améliorent plus, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que les gens les plus en bas voient leur sort s'améliorer à travers du temps. Et ce qui se passe depuis bientôt 15-20 ans en Europe, c'est que les gens qui sont au-dessus voient leur sort s'améliorer parce que le prix des actifs monte à cause des taux d'intérêt très bas, et les gens en dessous voient leur vie se détériorer. Et ça, c'est pas acceptable. Un système politique où les plus démunis sont les plus fragilisés, c'est un système injuste et donc illégitime. Donc ça, c'est la réponse à la question sur M. Macron. Qui je vois? Je ne vois personne pour l'instant, mais ça n'est pas très grave, parce que quand j'étais en Angleterre dans les années 70 et 80, personne n'avait entendu parler de Mme Thatcher 2 ans avant. Et puis, des profondeurs du peuple anglais est sortie cette dame, entourée d'ailleurs d'hommes plus remarquables les uns que les autres, qui ont choisi de s'effacer parce qu'ils ont trouvé que Mme Thatcher était meilleure qu'eux. Je parle de Keith Joseph, je parle de Nigel Lawson, qui étaient des hommes éminents, Norman Tebbit, et ils ont laissé. Et donc, pour répondre à la question de l'auditeur, là, ou bien quelque chose va se passer dans les entrailles du peuple français et quelqu'un va sortir, ou bien, on verra, on aura la phrase de Paul Valéry, nous autres nations ou civilisations savons que nous sommes mortels, quoi. La France, ce que je ne crois pas, mais je ne sais pas. Nouvelle question de Raphaël. Quelles sont les raisons de la baisse du chômage en France actuellement, selon vous? Est-ce vraiment une vraie baisse ou bien les chiffres sont-ils bidons? Non, je ne crois pas que les chiffres soient bidons. Il y a une baisse, mais encore une fois, comment dire, la marée fait monter tous les bateaux, c'est une vieille expression, hein, vous savez,
Et regardez par exemple, je crois que le chômage en Angleterre est passé de 12% à 4 ou 5%. Le chômage aux États-Unis est au plus bas, le chômage en Suède est au plus bas. Donc on a eu une espèce de baisse du chômage qui a eu lieu à peu près partout. Et je demande simplement à Raphaël, je crois, il s'appelle ce jeune homme, je pense qu'il est jeune, de regarder si le chômage a baissé plus en France ou moins. Alors il y a deux choses qui sont importantes dans le chômage, bien sûr c'est le taux de chômage lui-même, mais il y a un truc qui est très important aussi, c'est de regarder les chômeurs de longue durée. C'est-à-dire vous prenez, il y a une statistique qui est publiée par l'INSEE, et vous voyez combien de temps ceux qui ont le plus de mal à trouver du travail restent au chômage. Le chômage de longue durée s'est effondré en Grande-Bretagne, s'est effondré aux États-Unis, et chez nous, il reste à des niveaux extraordinairement élevés. Donc, il y a une amélioration conjoncturelle du chômage en France, mais je ne pense pas que M. Macron soit responsable du résultat, et je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'en féliciter, quoi. C'est quelque chose, c'est comme vous attrapez la grippe, quoi. C'est une contagion. Encore une question de Raphaël. Comment expliquez-vous le déclin du secteur automobile? Que nous réserve l'avenir dans ce secteur selon vous? Alors, le déclin du secteur automobile, c'est une question très importante. Il y a plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai expliqué, je ne sais plus où, peut-être dans une de ces interviews, il y a la naissance d'une nouvelle religion qui s'appelle l'écologie. Donc, si vous voulez, l'écologie, c'est pas difficile. C'est comme la plupart des religions. Il faut convaincre le pauvre clampin de base qu'il a fait un gros péché, que ce gros péché, c'est qu'il a trop dépensé d'énergie, je sais pas quoi. Et que, donc, comme il a fait un gros péché, le monde va s'écrouler, ça va être la fin du monde. Mais grâce à Dieu, il y a des prêtres qui vont se précipiter et qui vont intercéder auprès de la déesse Gaïa, vous savez, la Terre, pour nous empêcher de tous mourir dans des souffrances atroces. Mais bien entendu, il faut les entretenir grassement, à ne pas travailler, si vous voulez. C'est le truc des prêtres, un peu, depuis tout le début de l'histoire, quoi. Donc, maintenant, regardez par exemple à Paris avec Madame Hidalgo, je ne sais pas si les Parisiens ont remarqué, je suis sûr qu'ils l'ont remarqué, pardon. Mais il y a des blocages des grandes avenues, etc., où on est censé faire des travaux, on met des gros blocs en ciment, et le but de Madame Hidalgo, c'est de transformer Paris en une ville sans voiture. Alors, c'est une idée intéressante, mais peut-être les Parisiens pourraient se débrouiller en allant à pied, parce que Paris est assez petit, bon vélo. Mais pour les gars qui habitent à 50, 60, 80 km et qui viennent travailler à Paris, à pied, c'est pas possible, quand même. Donc, vous avez cette nouvelle religion qui est en train, et dont l'ennemi déclaré est la voiture. Donc, il y a des mesures législatives, réglementaires qui sont prises pour empêcher l'usage de la voiture. Donc, les gens se disent, je ne vais pas m'acheter une nouvelle bagnole parce que je ne peux pas m'en servir et quand je suis dedans, je ne bouge pas. Alors, c'est pas la peine. C'est la première. La deuxième, c'est qu'il est en train de naître des nouvelles formes d'utilisation de la voiture. C'est-à-dire qu'autrefois, la voiture passait 90% de son temps à roupiller, soit où son patron dormait, soit où il travaillait. Ouais, je veux dire, elle ne bougeait pas. Elle restait là. Maintenant, avec les systèmes de voitures intelligentes qui se profilent à l'horizon, vous allez avoir une voiture, eh ben, à la place de rester 90% de son temps sans bouger, elle va bouger 100% de son temps, et elle attendra le chaland, qui l'appellera avec une carte de crédit ou un téléphone, et elle l'emmènera où il vaudra, puis elle continuera à tourner. Donc, à la place d'avoir 10 millions de voitures qui marchent 10% du temps, vous allez peut-être avoir 1 million de voitures qui marchent 100% du temps. Et ça ne va pas faire du bien aux usines de voitures, quoi. Et enfin, vous avez la transformation électrique qui fait, comme les gens ne savent pas à quelle allure ça va aller, la transformation électrique, ben, ils gardent leur vieille bagnole en disant je ne suis pas sûr de ce que je vais acheter dans 2 ans, parce que peut-être la voiture dans 2 ans elle sera complètement différente, et ma bagnole deviendra invendable. Donc je vais l'utiliser, je vais la faire crever, quoi. Donc vous avez ces 3 raisons qui font que les voitures se plantent, et c'est un drame pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, qu'on le veuille ou non, c'est la bagnole. Et donc, c'est pour ça que, ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, l'Allemagne doit faire faillite, quoi, ce qui est un truc assez rigolo. Pauvres Allemands.
Nouvelle question qui nous a été envoyée par l'abbé. Que pensez-vous du revenu de base? Serait-ce un moyen efficace de lutter contre la pauvreté tout en évitant une hausse importante du poids de l'État? Ah ben voyez, ça c'est une question importante. Comment voulez-vous ce que dit ce revenu gratuit qui va donner à tout le monde? Il va être payé par quelqu'un. Il va être payé par quelqu'un si donc vous avez et ce quelqu'un on part dès le départ dans l'idée qu'il peut pas travailler. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas travailler, qu'il y ait des allocations, c'est la solidarité nationale, ça me jette pas du tout. Moi, au revenu de solidarité, je préfère beaucoup l'idée de Milton Friedman, dont je sais qu'il ne faut pas en parler, mais qui était un homme remarquable, extrêmement intelligent et partisan forcené de la liberté. Que disait Milton Friedman? Il disait que le problème, c'est c'est le salaire minimum. Le salaire minimum, parce que si vous êtes un gars qui ne sait rien faire, et on vous dit il faut payer ce gars-là au moins, je ne sais pas combien, 1200 € par mois, plus les frais, ça va vous coûter 2000 € par mois. Mais au début, le gars, il est complètement exclu qu'il rapporte à son patron les 2000 € qu'il lui coûte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement impossible. Donc ce que disait Milton Friedman, il disait quand il y a des gars comme ça qui arrivent, probablement il faut supprimer le salaire minimum, parce qu'il faut que le patron l'embauche à ce vrai coup, mais c'est un peu ce que font les Allemands, mais qu'ils embauchent un gars à 800 Deutschmark, là, ou à 800 €, et ensuite l'État paye une prime qui restera jusqu'à ce que le gars arrive à 2000 € en quelque sorte. Donc il faut financer le gars, c'est ce qu'il appelait le revenu marginal, c'est-à-dire que si le gars rapporte 500 € et coûte 800 €, ben, l'État verse les 300 € pour qu'il trouve un boulot tout de suite, vous voyez ce que je veux dire? Et puis quand il sera à 800 €, ben, on cesse de le subventionner. Donc il y a une espèce de coin entre la rentabilité et le coût du travail qui, compte tenu d'un système social, peut être assez élevé. Et il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises qui le supportent, c'est la collectivité qui devrait le supporter. Mais une fois que l'employé a sa rentabilité, ben, pof, il se retrouve à ce moment-là avec un... Donc c'est beaucoup plus malin, mais demander à nos fonctionnaires actuels de faire des choses intelligentes, c'est difficile. Une nouvelle question qui nous a été envoyée. Comment les banques centrales vont pouvoir faire pour sortir de cette politique de taux bas destructrice à long terme? Ah, ça, c'est une bonne question, parce que, comme je l'ai souvent expliqué, les taux d'intérêt bas, ça favorise les riches et ça pénalise les pauvres. Ça favorise les riches parce que les riches, par définition, ce sont ceux qui ont des actifs, de l'immobilier, des actions, etc. Et que les taux d'intérêt font monter la valeur des actifs. Et les pauvres, ben parce que les pauvres, comme les riches achètent des actifs existants, ils prennent pas de risque à acheter un nouveau building, à acheter une nouvelle maison, etc. Ben, plus personne n'investit dans le capital nouveau. Comme il n'y a plus de nouveau capital qui est créé, la productivité du travail baisse, et donc le pauvre s'appauvrit parce que le riche n'a pas fait les investissements. Le riche n'a pas fait les investissements. Donc, ça rompt la réalité. Encore une fois, c'est un faux prix, les taux d'intérêt à l'heure actuelle. Chaque fois que vous mettez des faux prix quelque part, ça a des effets nocifs partout. Bon, comment ils vont sortir de ça? Ben, j'en ai strictement la moindre idée, parce que si vous investissez dans des faux prix, vous allez avoir des faux prix pour les actifs aussi. Et si les gens ont pris de la dette sur ces actifs, et si ils mettent le vrai prix de l'argent, ben, l'actif va aller au vrai prix. Et le type, il ne pourra pas rembourser la dette. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le problème, ce n'est pas les taux d'intérêt qui sont bas, c'est l'espèce d'explosion de la dette que ces taux d'intérêt bas a créé, et vous vous retrouvez d'un seul coup avec une dette gigantesque dont personne ne sait comment elle va être remboursée. Donc, quelque chose ne peut pas être remboursé. En général, il n'est pas remboursé. À la fin, en 1797, je crois que la France a fait ce qu'on appelait la faillite des deux tiers. C'est-à-dire que l'État français de l'époque, qui était le directoire, si mes souvenirs sont exacts, on dit aux Français, ben, vous avez des rentes sur l'État français, mais vous savez quoi, on va vous en rembourser qu'un tiers. Et puis les deux tiers, c'est perdu, quoi. C'est pour votre pomme. Donc bah, c'est ce qui risque de se passer. On va faire un jour une faillite des deux tiers. Et puis c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de dette de l'État.
Avoir fermé votre assurance vie, toutes affaires cessantes. On a une très bonne question qui nous a été envoyée par Jean-Michel. On a une situation bancaire au Liban très préoccupante. Personne n'en parle et cela pourrait bien arriver chez nous. Quel regard avez-vous sur cette situation ? Eh bien, la banque, c'est un métier un peu curieux qui remonte à la nuit des temps. Et la première chose que vous devez savoir, c'est que quand vous déposez votre argent à la banque, mettons, votre patron vous vire de l'argent tous les mois ou l'État tous les mois dans une banque, cet argent, tant qu'il reste en dépôt, ne vous appartient pas. C'est de l'argent que vous avez prêté à la banque. Si la banque a une difficulté, vous vous retrouverez, dans le trou. La plupart des gens, c'est ce que je dis toujours en rigolant, pensent que la banque, c'est Picsou, vous savez, qui plonge dans son tas d'or et qui nage dans son tas d'or. Il n'y a pas d'un tas d'or dans une banque. Elle a emprunté votre argent qu'elle a prêté à quelqu'un d'autre. Si ce quelqu'un d'autre le perd, le vôtre, il est perdu. Donc, la seule façon de vous protéger, c'est de garder un petit peu de cash dans votre banque, mettons ce dont vous avez besoin pour 1, 2 ou 3 mois, ou je ne sais pas quoi, si vous avez des réserves, et de prendre cet argent et de le mettre dans des outils qui seront déposés à la banque, mais sous votre nom. C'est-à-dire que vous achetez par exemple une SICAV obligataire ou j'en sais rien, ou une SICAV action, mais si la banque fait faillite, ça restera à vous. Tandis que le cash, il tombera dans le pot commun des créditaires de la banque qui ne seront jamais remboursés. Donc faites très attention ne pensez pas qu'une banque garde le fric que vous lui avez confié dans un gros tiroir avec des billets et que si elle fait faillite, vous allez dans le tiroir, vous allez retrouver vos billets. C'est pas vrai. La banque, c'est quelqu'un qui utilise l'argent. Et c'est pour ça que les banques ont des problèmes d'ailleurs, parce que ce que faisait la banque autrefois, c'est qu'elle vous empruntait l'argent à 0 et qu'elle le prêtait à 3. Donc, faut pas être très malin pour gagner de l'argent en empruntant à 0 et gagner à 3, quoi. Mais par contre, si maintenant les taux sont à -1 ou à 0, si elle emprunte à 0 et prête à -1, je sais pas comment vous gagnez de l'argent avec ce coup-là, il faudra m'expliquer, mais vous n'y arrivez pas. Donc, grosso modo, la politique financière suivie par les banques centrales implique à terme la faillite de toutes les banques. Tant quand elles auront plus de fonds propres, regardez simplement le cours des banques en bourse. Elles ont baissé de 80% depuis 10 ans. C'est pas par hasard. Hein. Nouvelle question, l'épidémie en cours en Chine ne risque-t-elle pas de précipiter le crash mondial tant attendu ? Oui, alors, une épidémie... vous avez 2 problèmes dans l'épidémie. Bon, les pauvres gars qui claquent, d'après ce que j'ai pu voir, les pauvres gars qui claquent, ils ont tous mon âge ou au-dessus. Donc c'est plutôt... si vous regardez le nombre de morts par classe d'âge, quand vous arrivez au-dessus de 80 balais, c'est à peu près 20% qui claquent. Mais si vous prenez de 0 à 10 ans, c'est 0. Donc, on peut dire de façon horrible que cette épidémie, dans le fond, ça a été manufacturé par la sécurité sociale française de façon à ne pas payer les retraites. Quoi. Je ne veux pas dire des bêtises, mais en tout cas, c'est le résultat auquel on arrive. Bon, donc ça, les pauvres gens qui crèvent, mon Dieu, c'est bien triste, ma pauvre dame, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La deuxième raison, le deuxième problème, c'est que on était allé vers un système économique où, si je devais le caricaturer, je dirais que toute la production, l'usine de monde, c'était en Chine. Toute la recherche et le développement, vous savez, les nouvelles sociétés, etc., c'était aux États-Unis. Et les profits, miraculeusement, apparaissaient aux Antilles néerlandaises ou dans les paradis fiscaux. Vous voyez, c'était un système qui était parfaitement optimisé par le capitalisme. Mais on ne pensait pas que l'usine allait fermer, parce que les gens ne peuvent plus aller bosser à cause de cette... Donc, le danger économique de cette crise, c'est que les lignes de production s'écroulent. C'est-à-dire que, dans le fond, vous êtes là, vous êtes un fabricant d'automobiles français,
et vous faites faire, j'en sais rien, tous vos carburateurs, je ne sais pas s'il y en a encore dans les voitures, mais tous vos carburateurs en Chine, puis vous les faites livrer. Mais si l'usine chinoise ferme parce que l'usine est fermée, la ville est bloquée, ben, vous n'avez pas votre carburateur, vous ne pouvez pas terminer vos bagnoles. J'ai vu par exemple que Audi a cessé la production de véhicules électriques, donc qui se vendaient comme des petits pains, parce qu'il commence à avoir une pénurie de batteries. Mais pourquoi? Parce que toutes les batteries sont faites en Chine. Et s'ils n'envoient plus de batteries, ben, l'usine de production électrique d'auto en Allemagne, elle s'arrête. Donc c'est l'extraordinaire tissu de lien industriel qui s'est créé dans les 30 dernières années, avec tout le monde faisant ce qu'il faisait le mieux et puis laissant faire le reste aux autres. Et c'est ça qui est en train de se prendre en masse. Donc c'est un problème grave. Et je ne sais pas du tout. Ça veut dire que dans les années qui viennent, les investissements industriels ne vont plus être faits en Chine. Il va falloir que chacun ait 3 ou 4 lignes de fournisseurs. Il ne peut pas permettre d'en avoir un seul. Avoir un seul fournisseur, c'est vous mettre à la merci de ce fournisseur. Donc on va faire des nouvelles usines pour l'Europe, pour la Chine, pour les États-Unis. Et ça veut dire que notre monde sera moins efficace, que la rentabilité du capital va baisser, puisqu'il y aura des surcapacités, alors que là, on n'en avait pas. Et ça veut dire que, il n'est pas impossible que la rentabilité du capital baissant, les marchés financiers aient un petit peu de mal, quoi. Nouvelle question qui nous a été envoyée par Anthony. Bonjour à vous, je vous souhaite de la réussite à IDL et Planète 360. Sa question, qu'est-ce qui pourrait arrêter la progression de l'or? Est-ce que GAFCAL, c'est accessible aux particuliers à partir de quel montant? Deux questions. Alors GAFCAL, c'est une boîte de recherche institutionnelle qui fonctionne par abonnement. Donc si vous voulez, les gens nous payent de l'argent tous les ans. Comme je vous l'ai dit, on a à peu près 1000 clients dans 65 pays. Si vous voulez, il y a quasiment personne qui peut avoir accès à nous pour moins de 10 000 $. Vous voyez, c'est vraiment le... Et encore, c'est un truc... c'est plutôt 20 000, quoi. Donc c'est un truc assez cher. Ce que j'essaie de faire ici, c'est de distiller un peu sur les résultats de GAFCAL pour les gens qui veulent bien m'écouter, quoi. Donc ça, c'est... sans pouvoir aller au même degré de précision, bien entendu. Alors, l'or, c'est une question intéressante. C'est que, dans le fond, il faut revenir à la notion de monnaie, qui est une question extrêmement importante. Une monnaie, m'a-t-on appris quand j'étais en première année d'économie à Toulouse, je ne sais plus quand, il y a longtemps, ça a 3 fonctions. Ça doit être un étalon de valeur, c'est-à-dire que vous échangez des flèches contre 2 carquois, et si vous essayez de faire du troc, ça marche moyen, quoi. Donc ça empêche le troc, ça va là sur la deuxième, c'est un outil de paiement, vous voyez, vous réglez. Et la troisième, c'est une réserve de valeur. Mais ce que les banques centrales ont fait depuis 4-5 ans avec M. Draghi et tout, en particulier en Europe, c'est qu'ils ont annihilé la fonction de réserve de valeur de la monnaie. C'est-à-dire qu'on ne vous donne plus d'intérêt, vous n'êtes plus payé. Ça veut dire que quand vous investissez, vous prenez 2 risques. Vous prenez le risque du temps et vous prenez le risque du crédit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les 2 risques. Là maintenant, vous ne pouvez plus calculer ou vous protéger contre le risque du temps. Puisque vous ne touchez plus de taux d'intérêt. Ce qui veut dire quoi? C'est que la monnaie n'est plus une réserve de valeur. Et si la monnaie n'est plus une réserve de valeur, la vieille réserve de valeur qui date de la nuit des temps, qui est l'or, revient à la surface. Donc pour répondre à la question de l'auditeur, l'or montera tant que les monnaies ne redeviendront pas des réserves de valeur. Et le jour où elles redeviendront des réserves de valeur, l'or cessera de monter. Alors en attendant, il risque d'aller beaucoup trop haut. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que l'or n'a pas une valeur intrinsèque. Bon, je ne sais pas combien ça coûte de faire une once d'or, mais ça doit coûter à peu près 1000 $ à tout casser. Et on est à 2000, quoi, quasiment, 1700, 1800. Donc, le vrai problème, c'est pas l'or. C'est que les banques centrales ne font plus leur métier de banquier central, qui est d'assurer que, dans le fond, les gens qui ont une épargne
vont avoir une rentabilité sur cette épargne. Les banquiers centraux sont en train de trahir leur raison d'être. Moi, c'est comme disait Milton Friedman, encore lui, c'est que les banquiers centraux, ça sert à rien. Ça devrait être remplacé par des ordinateurs qui font augmenter la masse monétaire de 3% par an. Et puis, on fout tous ces économistes, tous ces banquiers centraux à la porte, parce que le marché se démerdera pour mettre l'argent à son bon prix. Tandis que là, les banquiers centraux, ils n'arrêtent pas de manipuler le prix de l'argent, trop bas, trop bas. Ils foutent le merdier dans l'économie, et quand ils ont foutu le merdier dans l'économie, ils vous disent « vous avez besoin de nous pour vous en sortir ». C'est vraiment le coup de l'incendiaire, vous savez, du pyromane incendiaire, ou du pompier incendiaire, quoi. C'est incroyable. Une nouvelle question, Charles. Si l'occasion se présentait, seriez-vous prêt à prendre des responsabilités dans votre domaine d'expertise au sein d'une nouvelle majorité présidentielle si on vous y invitait? Très bonne question. Alors, Charles, ministre de l'économie. Oui, mais la difficulté, c'est que j'ai aucun problème à travailler pour quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, il faut que je le respecte. Et donc, ça nous ramène à une question précédente à laquelle j'ai déjà répondu. Si c'est pour travailler pour un Macron, un Sarkozy, un Hollande, il n'en est même pas question, quoi, si vous voulez. Parce que je suis persuadé que ces gens-là, dans le fond, savent tout ce que je dis. Ils l'ont parfaitement compris. Mais en fait, ils pensent fondamentalement que mentir, tromper est nécessaire à la fonction politique. Ben, moi, si vous voulez, je peux pas bosser pour un gars qui a qu'une ambition dans la vie, c'est de m'enfler, quoi. Je peux pas bosser. Comment voulez-vous que je bosse? Moi, il faut que j'ai confiance, il faut que j'admire, il faut que je respecte. Si ni j'ai confiance, ni j'admire, ni je respecte, qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre dans un truc comme ça? Ramasser des coups, avoir l'air idiot? Donc, trouvez-moi le gars et je bosse pour lui. Et on termine avec la question qui nous a été envoyée par Olivier Lejeune. Un conseil pour un jeune de 30 ans qui souhaite se lancer dans la finance. Alors, qu'est-ce que c'est que la finance? La banque, c'est assez simple. Vous empruntez à 0, vous prêtez à 3, et ensuite, vous allez jouer au golf à 3 heures de l'après-midi. Vous voyez, c'est pas trop fatigant. Mais en même temps, il faut bien faire son boulot pour savoir à qui vous prêtez de l'argent, etc. La finance, c'est un peu de l'alchimie. C'est-à-dire que vous allez au cœur du système capitaliste pour essayer de repérer ceux qui sont le mieux à même de créer de la valeur. Prenez un gars comme Microsoft, par exemple, Bill Gates. Il était en première année à Harvard, il est sorti d'Harvard pour monter il avait trouvé un programme. Il a essayé de le vendre à IBM, qui était à l'époque la grande société dominante. IBM lui avait dit que ça ne les intéressait pas parce que personne ne s'intéresserait aux ordinateurs sur un bureau. Vous savez que IBM il faisait des gros ordinateurs et puis il y avait des terminaux partout, mais personne n'imaginait qu'un jour chacun se baladerait avec son ordinateur de poche. Vous voyez, donc ils ont refusé, il a créé Microsoft. Donc, derrière la finance, il y a le rêve fou qu'un jour vous investirez dès le départ dans Microsoft, etc. Et donc, le financier, je vais dire un truc qui va surprendre les gens, est pas très loin d'un escroc. Parce que l'escroc, il vous raconte toujours que... Donc, entre le financier et l'escroc, il y a parfois la différence entre un truc qui a marché, qui va marcher 3 ans plus tard, mais qui ne marche pas à ce moment-là. Donc, dites-vous bien que c'est un monde complètement non sûr. C'est un monde où vous êtes en risque, en danger, tout le temps. Alors, il faut que vous analysiez bien et vous dire, je parle au jeune homme là, est-ce que vous êtes prêt à vivre toute votre vie en vous réveillant à 4 heures du matin, couvert d'une sueur glacée, parce que vous avez pris des positions qui sont
à l'heure actuelle qui n'ont pas l'air de marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous regardez comment les gens sont payés dans la vie, etc., vous voyez que le type qui est le moins bien payé, dans le fond, c'est celui qui a fait une licence de théologie. Vous voyez, donc, bon, il devient prêtre, il devient pasteur, et je sais pas quoi. Mais lui, il a pas d'incertitude fondamentale, quoi. Et puis vous allez comme ça dans tous les métiers, et puis si vous allez vers le plus haut, vous trouvez les financiers, les sportifs professionnels, dont la carrière peut s'arrêter d'un jour ou l'autre. Et c'est pas un hasard, parce que c'est eux qui vivent dans la sécurité la plus grande. Donc la finance et l'insécurité journalière, c'est la même chose. Moi, je l'ai fait. Puis en plus, ça m'a amusé. C'est gay comme tout. C'est intellectuellement extraordinairement fascinant. Parce que vous mettez votre esprit sans arrêt en compétition avec ce qui se passe. Mais il y a des moments, beaucoup de mes copains dans la finance ont été, je dis, irradiés, parce qu'ils ont été trop près du cœur nucléaire. Et moi, j'ai été irradié pendant 5 ou 6 ans, j'ai pas pu bosser, quoi. Donc c'est fascinant, c'est prodigieux, mais good luck, hein, comme on dit, bonne chance. Charles, voulez-vous rajouter quelque chose en rapport avec IDL Media? Pour conclure, simplement, vous avez vu la première édition d'IDL Media. Comme je vous l'ai dit, la gratuité, ça n'existe pas. Si ça vous a plu, nom d'un chien, et c'est pas que c'est simplement, ça me paraît évident, vous l'envoyez à vos copains, vous parlez de nous et tout, vous parlez de l'Institut des Libertés, parce que sans vous, IDL Media survivra pas, quoi.